client, qu'est-ce qu'il va faire pour appeler? Il va juste faire une requête HTTP. C'est-à-dire, il va ouvrir son navigateur, il va faire HTTP, l'adresse du service. Oui, vas-y, tu peux parler. Oui, excusez, professeur. Oui. La diapo n'est pas active, hein, je ne sais pas, parce que j'ai juste un écran service web REST. Je ne sais pas si vous êtes en train de défiler la diapo. Non, 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 non. Ah, Je n'ai pas d'accord. encore compris. Ok, Oui. ok, merci. Voilà. Donc, je parle juste comme ça, de manière générale, avant de défiler les diapos. Ok, d'accord, merci. Donc, pour les web services de type REST, tout a été allégé. Pour celui qui veut faire un web service de type REST, qu'est-ce qu'il a à faire? Donc, par exemple, dans notre cas, c'est Java. Donc, tu crées ta classe Java, donc ce qu'on avait fait avant, avec les services web étendus. Bien sûr, tu le mets dans un répertoire, etc., etc. Et dans la classe, tu vas utiliser ce qu'on appelle des annotations. Supposons dans la classe, on a une calculatrice, c'est-à-dire on a une méthode addition et soustraction. Donc, pour la méthode addition, tu vas dire que celui qui veut appeler ça, il doit créer une URI. Je vais y revenir. D'accord? Pour que le client, lorsqu'il va utiliser une URI, le système saura que c'est cette méthode qu'on veut appeler. Bon, je vais commencer à défiler. Je vais aller rapidement sur certaines diapos et m'appesantir sur certaines autres. Ok? Voilà. Donc ça, c'est un petit rappel, ce que j'ai fait tout à l'heure, les services web étendus. Si vous voulez parler, parce que si vous levez la main, je ne la vois pas, vous pouvez carrément me couper, d'accord? Ok, c'est compris pour ça. Merci. Voilà. Donc dans les services web étendus, on a comment on appelle les standards classiques, hein, le SOAP, le WSDL, le UDDI, d'accord? On a la notion d'interopérabilité, donc tout ça on a vu. Donc pour les web services REST, sa signification c'est Representational State Transfer. En français, une traduction littérale, c'est le transfert de l'état représentationnel. Transfert, vous savez ce que c'est? C'est-à-dire on va prendre un élément d'une machine pour l'amener à une autre. L'état représentationnel, c'est quoi? C'est tout simplement, par exemple, vous avez une donnée, l'âge d'une personne, l'âge 40, d'accord, 40 ans, l'âge. Elle peut être représentée sous plusieurs formes. D'accord, ça peut être du texte simple, donc vous écrivez 40. Ça peut être du XML, donc vous mettez la balise, âge. Donc maintenant vous connaissez un peu plus XML. Vous mettez une balise qui s'appelle âge et à l'intérieur vous mettez 40. Donc ça aussi c'est une représentation. Une autre possibilité c'est JSON, J-S-O-N. C'est une autre manière de représenter des données aussi. Je pense que maintenant peut-être certains d'entre vous ont déjà entendu parler de JSON. Donc c'est juste ça. Donc il dit que REST c'est quoi? On prend une donnée et on la transfère sous un format. C'est tout simplement ça. Donc ça a été proposé par la thèse de Roy Fielding. Donc Roy Fielding c'est quelqu'un qui a, c'est un des développeurs de Apache. Voilà, et puis voilà. Et puis du coup, pour faire simple, il y a beaucoup de théories sur les diapos, mais pour faire simple, d'accord, le programme que vous voulez proposer comme un web service, c'est la même chose qu'avec les web services étendus. La seule différence, c'est comment y accéder et comment définir ça. C'est tout simplement ça. D'accord? Donc, je vais passer à d'autres diapos. Alors, juste à titre de comparaison, hein, ici pour les web services de type REST, le transport, dans les services web étendus, on pouvait avoir tous les protocoles web, HTTP, FTP, même si dans la pratique, c'est HTTP qui est le plus utilisé. Mais pour les web services de type qui a été amené par les web services REST, ça existait déjà. Et la représentation, c'est le format dont j'ai parlé. C'est soit XML, soit du texte simple, soit du design. C'est tout simplement ça. D'accord? Alors, je vais chercher une diapo. Après, je vais revenir sur ça. Ça aurait été mieux si vous aviez déjà parcouru ça, mais je pense que vous n'avez pas parcouru ça. Mais bon, on verra plus tard. Je vais vous parler, au moins vous aurez quelques éléments avant de voir le cours. Okay?
Je vais passer directement. Ça, c'est des rappels sur le protocole HTTP. Je vais passer sur. Vas-y, le fort. Oui, excusez, professeur. Est-ce qu'on n'a pas sauté le chapitre sur UDDI? Oui, on l'a sauté. C'est ce que je vous ai dit. Le UDDI, oui, c'est quelque chose qui représente un peu l'annuaire. L'annuaire, c'est comme avec nos anciens annuaires, hein, pour les vieux comme moi. On trouvait des livres, 2 livres pour les compagnies de télécommunications. Dans les livres, on pouvait chercher les adresses des personnes ou bien les adresses d'entreprise. Page jaune, page blanche. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Oui, tout à fait. Et ça, c'est les dinosaures, quoi. Oui. Ok. Donc, UDDI, c'était un dispositif qui était mis pour que les personnes qui ont besoin de web service aillent là-bas pour chercher. Par exemple, tu as besoin d'un web service qui te donne des informations sur la météo. Tu vas te connecter à un serveur UDDI, tu vas mettre le mot-clé météo et tous les web services qui sont en rapport avec ça, tu vas voir un peu les WSDL. Et une fois que vous avez le WSDL, vous pouvez faire la. À quoi ça sert? Mais dans la pratique, c'est pas beaucoup utilisé. Moi, par exemple, quand j'ai besoin d'avoir des liens sur des web services, je pars sur Internet, sur Google, je fais service web et puis je mets météo ou bien web service currency pour un service web qui me fait les conversions de monnaie, des choses comme ça. Vous voyez un peu. C'est pour ça qu'on l'a pas fait. Vous pouvez regarder pour juste avoir une idée. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut que vous sachiez qu'il y a SOAP, WSDL et UDDI. On a vu SOAP, on a vu WSDL, mais UDDI, vous pouvez parcourir ça. Mais ce que je veux que vous sachiez, c'est tout simplement que c'est un protocole pour l'annuaire. Je ne sais pas si c'est bon. À mon niveau, oui. Voilà, d'accord. Ok. Donc là, je vais chercher une diapo. Là, ça, c'est les bibliothèques et les plateformes qui vous permettent de faire, de proposer des web services de type REST. Donc, dans le monde Java, d'accord, il y a des, comment on appelle, des frameworks qui respectent la spécification. Après, je vais revenir sur c'est quoi une spécification. Il y a une spécification qui s'appelle JAX-RS. Tous ceux qui font du Java, ils ont déjà vu des choses similaires. D'accord, je vais y revenir tout à l'heure. Donc, il y a GRC qu'on va utiliser dans les TP. Si il y en a d'autres, CXF, etc., etc. Sinon, il y a d'autres plateformes en Java, par exemple Axis 2, qui n'a rien à voir avec Axis pour les web services étendus. Voilà, c'est juste le nom en commun qu'ils ont. Ça s'appelle Axis 2, ça n'a rien à voir avec Axis. C'est juste un nom comme ça. Même si c'est de Apache, etc. Sinon, pour les autres plateformes, pour les autres langages aussi, il y a des frameworks. Quand vous allez sur Internet et vous tapez faire un web service REST avec PHP, avec Python, avec .NET, vous avez beaucoup de documentation. D'accord. Mais nous, dans le TP, nous, on utilise GRC qui est une implémentation. D'accord. Après, je vais revenir sur la notion de spécification. Ça, c'est des outils pour appeler des web services, les clients. Je vais y revenir aussi. Alors, je vais voir un exemple de code. 2 secondes. Est-ce que tout le monde voit ce code? Oui, le Hello World. Voilà. Oui, c'est bon, à mon niveau. C'est bon. Je montre juste un exemple pour vous montrer le principe. D'accord? Il y en a qui ont fait Java ou bien? Oui, on a fait un cours de Java. C'était très vite fait quand même. Alors, dans ce que vous reconnaissez ici, c'est du Java. Quel est le nom de la classe? Le nom de la classe c'est Hello World Resource. Le nom de la classe ici c'est Hello World Resource. Voilà, la classe s'appelle Hello World Resource. C'est bon. Ok. La classe a combien de méthodes?
Alors, je pense qu'il y a Get Hello World qui a une méthode. Uh-huh. Je vois pas une autre méthode. D'accord. Donc, il n'y a qu'une seule méthode qui s'appelle Get Hello World. Cette méthode renvoie à une chaîne de caractères. Elle ne prend aucun argument. D'accord. Et la chaîne de caractères qu'elle renvoie lorsqu'on l'appelle, ça, c'est le texte Hello World from text/play. Est-ce qu'on est d'accord? Oui, tout à fait. À côté de ce code, vous avez vu d'autres choses. Peut-être que vous ne connaissez pas. Oui. Une première chose, il y a @paf/hello. Oui. Ça, c'est une annotation. Alors, une spécification, c'est une annotation qui appartient à la spécification JAX-RS. Une spécification, c'est quoi? C'est un ensemble de règles. Par exemple, la programmation orientée objet, la conception orientée objet, on peut dire que c'est une spécification. Et dans cette spécification, on dit que en conception orientée objet, il y a la notion de classe, il y a la notion d'objet. Dans une classe, on a des méthodes, on peut avoir des méthodes, on a des attributs. Ça, c'est une spécification, donc c'est une description abstraite. Vous comprenez? C'est une description abstraite d'un ensemble de règles. Il y a la notion de classe, d'attribut, etc. Maintenant, il y a ce qu'on appelle l'implémentation de la spécification. Et là, c'est concrètement la mise en œuvre. Et dans l'implémentation de la conception orientée objet, on a plusieurs langages. Java fait de la conception orientée objet. En Java, on apprend comment créer des classes, des attributs, des méthodes. C++ fait de la conception orientée objet. Donc avec C++, on peut faire ça. Vas-y. Oui, excusez professeur. Je vois le titre Service Web Hello World. Je pensais plutôt que c'était une instruction qui permet d'afficher le message Hello World. Non. Je ne comprends pas pourquoi on parle de service web. Voilà, c'est un exemple d'un web service REST qui s'appelle Hello World, parce que les web services ont des noms. Et je montre comment on peut créer un web service qui s'appelle Hello World en utilisant la spécification JAX-RS. Ok. Donc on commence par le truc là, la première chose à faire c'est de créer une classe Java. Donc cette classe là que vous avez vue, elle s'appelle Hello World Resource. La classe n'a qu'une seule méthode qui s'appelle getHelloWorld. Donc jusque là c'est du Java. Ce qu'on a ajouté à cette classe là, c'est des annotations. Et avec ces annotations là, les plateformes, la plateforme Java qui va être utilisée pour offrir ce web service va lire ces annotations là et faire et se comporter en conséquence. Donc ce que j'ai expliqué, une spécification c'est quoi? Ici, c'est juste un ensemble de règles, c'est un ensemble d'annotations. Et la spécification JAX-RS, c'est un ensemble d'annotations. Et il y a une implémentation de cette spécification, c'est Jersey. Pourquoi j'ai parlé tout à l'heure de la conception orientée objet? C'est pour vous montrer un peu c'est quoi une spécification. C'est un ensemble de règles, comme la conception orientée objet. On a des classes, on a des méthodes, on a des objets, d'accord? Et l'implémentation, par exemple, le langage Java implémente la spécification orientée objet. C++ aussi. Donc, de la même manière, ici, on a une spécification qui s'appelle JAX-RS. C'est un ensemble d'annotations. Une annotation, c'est ça, comme arrobase passe. Ça commence par arrobase et puis il y a un mot-clé. D'accord? Et si jamais ce code-là, avec ces annotations-là, je le mets dans l'interface Jersey, demain, une requête qui arrive, d'accord, pourra être exécutée normalement. Alors, PAF, ça signifie quoi, à votre avis? PAF, P-A-T-H. Pour moi, c'est une direction. Voilà, en anglais, ça signifie chemin. Oui. Voilà. Donc, les web services de type REST, toutes les requêtes se font par des chemins. C'est des chemins. HTTP / quelque chose / quelque chose. D'accord? Donc, ce PAF-là / hello signifie que lorsque quelqu'un ouvre par exemple son navigateur, le navigateur est un client aussi pour les web services. Ou bien lorsque quelqu'un dans son client en langage Python, il
il appelle un web service et dans le chemin qu'il donne pour appeler, il a mis /hello, cela veut dire que c'est ce service web qui va répondre. C'est ça que cela veut dire. Parce que les requêtes pour les web services de type REST, vous allez voir que ce sont des URI. Les URI, c'est comme des URL, c'est ce que vous tapez sur vos navigateurs là. Vous tapez un chemin et il y a une méthode qui s'exécute. C'est juste ça, c'est tout simplement ça. Donc quand quelqu'un tape /hello, le système saura qu'il veut appeler le web service Hello World Resource. Ça, c'est une première annotation, cela @paf. Une autre annotation, @get, que vous voyez ici, il dit que lorsqu'une requête arrive, la requête HTTP, pour ceux qui ont fait du web, ils savent que les requêtes HTTP, on a des requêtes de type get ou des requêtes de type post. Ça, dans mes diapos, j'ai un peu expliqué, sinon sur Internet, vous pouvez avoir la signification. Ça, c'est pour dire que cette méthode-là, get hello world, ne pourra être exécutée que lorsque la requête qui arrive est de type get. C'est ce qui est marqué ici. D'accord? @produces. Produce, ça veut dire produire. Ça veut dire que cette méthode, lorsqu'on va l'appeler, elle va produire un élément de type texte, tout simplement. Voilà. Donc, ce sont des annotations. Parfois, il y en a qui sont obligatoires, mais d'autres ne sont pas obligatoires. Ça dépend de celui qui crée le web service. Voilà. Donc, ça, c'est pour vous montrer un peu à quoi ressemble un programme Java qui peut faire office de web service de type REST. Et ce programme-là, il faudra le compiler, bien sûr avec des bibliothèques. Il faudra le mettre quelque part dans un serveur. Ici, dans nos TP, c'est dans un serveur Tomcat. Et après, c'est fini. Si votre serveur est visible de l'extérieur, quelqu'un qui fait une requête, par exemple, hello, etc., automatiquement, c'est cette méthode qui va être exécutée. D'accord. Maintenant, je vais voir s'il y a d'autres diapos. Voilà. La diapo suivante, regardez. Une fois qu'on a créé ce web service-là et qu'on a mis les bons codes aux bons endroits, d'accord? Ça, c'est celui qui fournit la plateforme qui donne les instructions. Parce que moi, je me suis documenté aussi sur Internet pour voir un peu comment ça fonctionne. Une fois que le web service-là, il est déployé, ça, c'est un navigateur que j'ai lancé. Regardez ici. Ça, c'est une requête. Ça, c'est une requête pour un web service de type REST. C'est juste une URI que vous avez l'habitude de taper. D'accord. Par exemple, Google aurait pu créer un web service qui donne la météo. Et dans son web service, dans son programme, il faut mettre un path, un chemin, /météo. Et du coup, vous pouvez faire http://www.google.com/service REST/météo. Entrez. Hop, il vous donne la météo qui correspond à l'adresse IP de votre requête. Parce que quand une requête HTTP part, ça amène beaucoup d'informations, dont l'adresse IP de votre machine, etc., etc. Donc, il peut déduire de cela votre pays ou bien des choses comme ça. Il peut vous répondre en vous donnant l'adresse, la météo de votre zone géographique. Voilà. Donc, ça, c'est des détails techniques. Après, je vais voir si je peux vous montrer autre chose. Non, ça, c'est la partie où j'explique un peu le rôle des annotations. L'annotation PAF, c'est pour définir le chemin. Je vais voir un peu si... 2 secondes. Je vais me limiter à ça. Est-ce que vous voyez ce code-là, avec ma souris qui bouge? La classe qui s'appelle Book Resource. Oui, c'est bon, voilà. Je vois. On a deux méthodes, hein, Get Books et puis Get Borrowed Books. To borrow, ça veut dire emprunter, d'accord. Recevoir les données, la liste des livres qui sont empruntés à la bibliothèque, d'accord. Donc on a deux méthodes. Vous avez vu le PAF là au début, PAF/books, d'accord, qui annote toute la classe. Et puis dans cette première méthode-là, il n'y a pas de PAF. Il n'y a pas d'annotation PAF qui est utilisée. Par contre, ici, il y a une annotation PAF qui est utilisée. D'accord? /borrowed et /book. /book, c'est une annotation pour toute la classe. Alors que /borrowed, c'est une annotation pour la deuxième méthode seulement. Maintenant, si ce web service est déployé normalement, quelqu'un qui
ça veut dire que c'est cette classe-là qui doit répondre. Mais dans cette classe-là, on a plusieurs méthodes. On a cette méthode getBooks et cette méthode getBorrowedBooks. Puisqu'on s'est limité à /books, et cette méthode-là a déjà un chemin, donc c'est cette méthode qui va être exécutée. Parce que c'est la méthode qui est dans la classe. La classe, elle est identifiée par /books seulement. La requête ici, c'est /books. Donc c'est ça qui va être exécuté. Si quelqu'un fait /books/borrow, /books, ça nous amène ici. /borrow, c'est la méthode de cette classe-là. Du coup, c'est cette méthode qui va être exécutée. Voilà. Mais ça, encore une fois, c'est un exemple d'annotation de JAX-RS. C'est vraiment spécifique au langage Java. Quelqu'un qui veut créer un web service en PHP ou en Python, j'ai jamais fait ça. Mais lorsqu'il va se documenter, forcément, il y aura une manière de dire quel est le chemin qu'il faut mettre pour appeler telle méthode de votre classe Python ou de votre classe PHP. Voilà. Avant d'aller plus loin, je vais vous poser la question, est-ce qu'il y a quelque chose qui est un peu flou dans ce que j'ai dit? Oui, allez-y. Oui, bonjour professeur. Moi j'ai suivi de bout en bout l'exposition et c'est intéressant. Sauf que je voudrais savoir si par exemple on ne met pas les... Je voudrais savoir l'inconvénient si on ne met pas souvent ces annotations par exemple. Parce qu'il y a aussi certaines annotations que j'ai oubliées qui existent en Java. Le to-do par exemple. Voilà. Il y a ces genres d'annotations aussi, mais bon, si on les ignorait, je ne sais pas, par exemple, si on prend le cas actuel, si on ignorait le PAF, est-ce que si on fait appel, il y aura des handicaps, des inconvénients? Voilà, bonne question. Alors, ton annotation to do, c'était dans le cadre de web service ou dans le cadre de la programmation Java générale? Non, dans le cadre de la programmation Java générale. Voilà. Donc, dans la programmation Java, il y a pas mal de domaines qui utilisent maintenant des annotations. C'est pour configurer. Avant, pour configurer, on avait une classe indépendante et un autre fichier de configuration. Maintenant, avec l'avènement, par exemple, de Java 5, ils ont créé les annotations pour avoir dans un seul fichier, vous avez votre code Java que vous reconnaissez, mais à côté du code, parfois vous voyez d'autres annotations. Même dans le Java 5, parfois quand vous ouvrez Eclipse, vous lui dites de créer un programme qui ne contient absolument rien, juste la méthode main. Parfois vous voyez ça vient avec des annotations, @warning, @override, des choses comme ça. C'est des annotations et chaque annotation a sa signification en fonction du contexte. Maintenant, pour les web services, ils ont créé une spécification qui s'appelle JAX-RS qui vient avec ces annotations. Le to-do dont tu parles, je ne pense pas que ça existe. Je ne connais pas toutes les annotations, hein. Je connais juste le principe, d'accord? Donc, ils ont amené une liste d'annotations et chaque annotation a sa signification. Donc, ici, en l'occurrence, par exemple, l'annotation get, ça signifie que une requête qui arrive, donc c'est HTTP seulement, si elle n'est pas de type get, cette méthode ne va pas être exécutée. C'est juste ça. Donc quelqu'un qui enlève cette annotation-là, il n'y a aucun souci. Cela veut dire que cette méthode peut être exécutée, que la requête soit de type get ou post ou quoi que ce soit. Alors l'annotation PAF, cette annotation-là, si on l'enlève, personne ne pourra appeler ce web service. Pourquoi? Parce que pour appeler ce web service, il faut obligatoirement un lien qui se termine par /books et éventuellement /autre chose. Mais quand quelqu'un enlève /books là, ce web service ne sera plus visible, par exemple. Alors, je continue dans ta question, j'ajoute une autre question. Par exemple, si je laisse /books et ça, j'enlève /borrow. Donc, quelqu'un... 2 secondes, excusez-moi, 2 secondes.
suis de retour. Alors, ce que je disais, je continue dans la logique de ta question. Si je laisse slash books ici et j'enlève slash borrow, ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul chemin pour toute la classe, ça s'appelle slash books. Mais quelqu'un qui appelle slash books, il y a ce qu'on appelle ambiguïté. Parce que la classe qui représente un web service, il y a plusieurs méthodes. Quelle méthode on va appeler, ça la spécification ne dit absolument rien du tout. L'implémentation GRC ne dit rien du tout. Là, ça devient ambigu parce qu'on a deux méthodes. Ce qui peut différencier déjà ces deux méthodes-là, il y a des arrobas get. Ce qui peut aider l'implémentation à choisir quelle méthode exécuter. Par exemple, ici, si on avait get, et là, on a arrobas post. Maintenant, si la requête est get, c'est sûr que c'est ça qui va être exécuté. Si c'est post, c'est là. Mais si pour tous les deux, pour toutes les autres caractéristiques, c'est exactement la même chose, c'est ambigu et ça dépend vraiment de l'implémentation. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Vous pouvez aussi insister ou poser d'autres questions. Ok, merci beaucoup. D'autres questions? Non, c'est bon pour moi, professeur. Merci. C'est bon, d'accord. Alors, c'est vrai que, mais après, le problème c'est qu'il faut que vous lisiez les diapos parce qu'il y a peut-être des détails techniques que vous ne pourrez pas saisir tout de suite. Mais je vais essayer quand même de parler de certaines choses, ok? Alors, juste pour vous donner un exemple, hein, les templates paramètres, c'est-à-dire, ici, dans la requête, imaginez-vous si j'avais une méthode là, qui prenait en entrée deux entiers et qui renvoyait la somme. D'accord, deux entiers, c'est-à-dire, je vais appeler le web service, je peux lui donner 2 et 3, il me renvoie 5. Je lui donne 4 et 5, il me renvoie 5. Mais dans ce cas-là, quel est le chemin que je dois mettre? Parce que si je mets par exemple slash books, slash 2, slash 3, comme chemin ici, le service web ne sera appelé que lorsque je mets 2 et 3 exactement. Et puis il n'y a que ce chemin-là, il faudra que ce chemin-là pour que ça marche. Si je veux faire 10 et 15, ça ne va pas marcher. Et je ne peux pas mettre l'ensemble des chemins possibles en combinant toutes les possibilités d'opération d'addition, ce n'est pas possible. C'est la raison pour laquelle ils ont la spécification à ajouter, à créer quelque chose qu'on appelle path parameter pour que les valeurs que l'on met ici puissent changer. D'accord. C'est les templates paramètres, c'est en mettant les accolades. Hein. Je montre juste un exemple. Ici, si vous voyez un peu le code là, et je vais m'arrêter pour cette partie à ça, mais vous verrez plus tard. Slash books, ça c'est fixe. Est-ce que vous voyez? Ça c'est fixe. Quand il voit slash books quelque part, il saura que c'est le web service qui va être appelé. Mais ce web service là a deux méthodes. Une méthode getBookById et une méthode qui s'appelle getBookByName and editor. Il y a deux méthodes. Toutes les deux méthodes là, il y a arrobas get. Mais le path, vous n'avez pas vu vous avez vu un identifiant ici, mais entre accolades. Entre accolades signifie que le ID là, en appelant, il ne faut pas mettre i suivi de d forcément, mais ça peut être variable, ça peut être 12, ça peut être 13, ça peut être 100, ça peut être bonjour, ça peut être monsieur, etc. Ça peut varier. Alors qu'ici, le books là, ça ne varie pas. Heureusement qu'il y a ça, cette possibilité, qu'on puisse appeler un web service en changeant les paramètres. Aujourd'hui, si je veux les informations météo, je fais Google slash météo slash, je peux mettre par exemple Dakar. Demain, je peux mettre New York. Après demain, je peux mettre Bujumbura, etc., etc., etc. Et dans ce cas-là, avec cette spécification, c'est avec les accolades. D'accord. Par exemple, ici, quand on met ID entre les accolades, quand quelqu'un fait slash books slash 123, il a vu books, donc c'est ce service web qui va être appelé. Il a vu 123, donc c'est un identifiant. Il ressemble plus à ça qu'à ça. Parce que ici, pour la deuxième méthode, name, c'est pas entre accolades, donc c'est une partie fixe. Le name qui est entre accolades, c'est une partie variable.
Donc s'il voit ça, ça ne ressemble pas à ça, mais ça ressemble à ça, une certaine chaîne. Donc le ID là va être remplacé par 123. Et les web services, lorsqu'on appelle les méthodes, c'est vraiment pour leur transmettre des paramètres et que ces méthodes s'exécutent. Du coup, pour récupérer cette valeur-là, la valeur 123, d'accord? Vous avez vu, dans cette méthode-là, on a mis int_id. Ça, c'est la description classique d'une méthode en Java, mais on a ajouté une nouvelle annotation qui s'appelle pathparam de id. Ça veut dire que lorsque cette méthode va être appelée, il va récupérer cette valeur-là 123 pour mettre ça dans cette variable-là identifiant. Du coup, cette méthode va appeler Java for Life avec la valeur 123. Et puis quelqu'un qui appelle /books /name-sc editor, vous avez vu les parties fixes là, on les voit là, name et editor, et les parties variables, name c'est sc2 et editor c'est already. La partie variable, ça va être injecté dans les variables, c'est ce qu'on appelle l'injection. Voilà. Donc ça, c'est pour vous donner une idée, pour vous montrer que lorsqu'une requête arrive dans une URI, sous forme d'une URL, à l'intérieur de l'URL, il y a des choses qui aident le web service à savoir quelle méthode appeler et quels paramètres lui donner pour qu'il vous réponde. Voilà. Donc, je ne sais pas si je peux vous montrer autre chose. Ça, c'est les mécanismes d'injection. Hein. Je passe dessus. Donc, si vous n'avez pas de questions, on va passer à la partie client, c'est-à-dire la partie, tout ce que j'ai montré, c'est comment créer un web service, non seulement en utilisant le langage Java, mais en utilisant la plateforme Jersey, qui est une implémentation de la spécification JAX-RS. Mais comme je vous dis, pour chaque langage, il y a plusieurs possibilités. D'accord. Est-ce que vous avez des questions par rapport à la partie serveur? Bien, c'est bon. Bien, ils sont partis. On est là. Moi, je trouve que il n'y a pas de souci chez moi. D'accord, ok. Donc, je vais passer de la partie client. Alors, ce que j'ai dit tout à l'heure, au début, c'est que les web services restent. D'accord? Contrairement aux web services étendus. Les web services restent. Pour faire des clients, c'est des requêtes HTTP tout simples, sans enveloppe SOAP. Il n'y a pas de SOAP dans les web services REST. Donc, c'est des requêtes. Donc, tout ce que vous faisiez avant avec le web, vous pouvez faire ça ici. C'est des requêtes. Alors, et pour faire une requête web, la première possibilité, c'est ouvrir votre navigateur et taper l'adresse www.google.com/etc. Ça peut partir. D'accord? Et en mettant les paramètres. D'accord? Sinon, une autre manière de faire une requête web, c'est en utilisant un formulaire. Pour ça, mais ça ne va parler qu'aux personnes qui ont déjà fait du développement web, c'est-à-dire qui ont déjà créé un site web. Voilà, un site web, par exemple, site web dynamique, un formulaire, vous remplissez des choses, vous cliquez sur envoyer et ça part. Donc, un formulaire permet de créer une requête HTTP. Voilà. Sinon, c'est en utilisant des bibliothèques. Mais les navigateurs, c'est des bibliothèques qui l'utilisent pour créer des requêtes HTTP. Voilà. Donc ça, c'est la partie client. Vraiment, il n'y a rien de nouveau. C'est-à-dire, ce sont des choses qui se faisaient bien avant l'apparition des web services. D'accord. On a toujours pu aller sur des sites web avec le navigateur. On a toujours pu faire des formulaires, remplir ça, mettre nos CV et envoyer, etc. etc. Voilà. Donc ça, c'est un exemple d'un client de service web. C'est un formulaire classique. Ça, c'est du code HTML. Certains d'entre vous l'ont fait. Et ce code-là, que j'ai écrit à la main avec un éditeur de texte, quand je l'ouvre avec mon navigateur, ça me donne ce formulaire-là. Voilà, tout joli. OK? Ça, c'est des zones de texte. Âge, vous mettez ce que vous voulez. Ça, c'est pour charger des fichiers. Ça, c'est des cases à cocher. Et quand je fais exécuter, eh bien, ça va prendre toutes ces informations que j'ai saisies au niveau de ce formulaire-là. Ça va créer un paquet HTTP et ça va l'amener au niveau du serveur.
Et c'est tout. Et l'essentiel, c'est que regardez ici, forme action. Lorsque je clique sur exécuter, ça va aller à ce lien-là, http localhost/calc/multipath. Ça veut dire que quelque part, il y a une classe Java qui a été créée et qui a été annotée par calc, par exemple. Vous voyez, il y a PAF, calc. Comme ça, si quelqu'un fait ce formulaire et clique sur exécuter, c'est ce service web REST qui va être exécuté. Donc ça, c'est un premier exemple de client pour un web service de type REST. C'est un formulaire classique. Okay? Sinon, il y a des outils en ligne de commande, curl. Hein? Curl, c'est un outil en ligne de commande. Vous pouvez l'utiliser sur le terminal DOS. C'est un outil qui vient avec une documentation sur comment faire une requête. Hein? Sinon, il y a Poster qui est un plugin Firefox. Ceux qui ont le navigateur Firefox peuvent installer un plugin. Ça ressemble un peu à ça. D'accord? Quand vous le lancez, il y a une URL où vous mettez l'adresse du web service que vous voulez appeler. Et vous cliquez sur le type d'appel get post ou machin, etc., etc. Et vous donnez les paramètres. D'accord? Sinon, il y a les SOAP UI. J'ai une amie qui travaille pour une boîte de télécom. Elle m'a dit qu'ils utilisent souvent ça. Il ne faut pas que ça vous trompe. Hein. SOAP UI, SOAP User Interface, c'est une plateforme, c'est un environnement graphique qui vous permet de faire des requêtes de services web aussi bien étendues que REST. Voilà. Donc, ils l'utilisent pour tester des dispositifs électroniques à distance. Okay? Sinon, il y a des API. Hein. Sinon, il y a des API pour ceux qui ne veulent pas utiliser le navigateur. Ils peuvent utiliser des API dans tous les langages de programmation qui vous permettent de créer des paquets HTTP pour faire des requêtes et recevoir les réponses. Voilà. Donc ça, c'est la fin de cette partie parce que le reste, c'est des détails techniques. Mais pour vous dire, donc ça, c'est encore une fois langage Java. Et dans l'ensemble du langage Java, c'est une partie qui s'appelle Jersey, qui est une implémentation de JAX-RS, qui est une spécification. En PHP, je n'ai jamais fait ça. C'est souvent les étudiants, lorsqu'ils me présentent le SAP, qui me font découvrir des choses. En PHP, si vous documentez comment créer un web service REST en PHP, ben, il va vous dire qu'il faudra un serveur obligatoirement. D'accord? Après, il va vous dire que vous créez votre code PHP qui va faire office de service web. Et puis, peut-être il y a des annotations à utiliser, je ne sais pas. Mais pour faire un client de votre web service PHP, tout ce que j'ai mis ici, ça marche. Parce que le navigateur, ça n'appartient à aucun langage de programmation, c'est du HTML simple. D'accord? Curl, ça n'appartient à aucun langage, c'est un outil. Poster, ça n'appartient à aucun langage. SOAP UI, ça appartient à aucun langage. Par contre, les API, ça va appartenir à un langage. Si vous voulez faire un client pour un web service REST en Java, il faut utiliser une API Java. Si vous voulez le faire avec PHP, il faut utiliser une API PHP. Voilà. Donc, j'avais ouvert... Non, ce n'est pas le SAP. Alors, 2 secondes. Allez-y, Vincent. Ok, merci, monsieur. Je voudrais savoir, par exemple, si je développe une application en Java, oui, et qui doit se greffer sur une autre application qui est en, je peux dire PHP ou Python, un truc comme ça. Et qu'il faut faire, par exemple, une API pour pouvoir faire la communication entre ces deux applications. Je dois le faire au niveau de Java ou bien il faut que l'API vienne de l'application ou mon application viendra sur. Alors, je vais essayer de comprendre ta question. Oui. Tu dis que tu as 2 codes séparés, l'un en Java et l'un en PHP. Oui. Et tu veux les faire communiquer, par exemple. Justement, exactement. Ils sont au niveau de la même machine ou bien? Ah bon, peu importe. Peu importe. Ce qui est possible de faire,
Si tu as une application, par exemple, qui fait un certain nombre de services, services dans le cadre général, hein, c'est-à-dire une application PHP ou bien Java, à qui tu donnes un nombre et puis qui te renvoie peut-être, etc., etc. Si tu veux y accéder à distance, c'est ça, non? Bien. Oui, c'est ça même. Si tu veux y accéder à distance, la meilleure solution, c'est l'exposer sous forme de web service. C'est la meilleure solution, c'est-à-dire quelqu'un qui veut accéder à ton code de Java, il n'a pas besoin de savoir que tu l'as fait en Java. Hein. Toi, tu vas faire un web service. Et derrière ce web service, c'est Java qui s'exécute. Donc, ce que tu dois faire, c'est te documenter sur comment créer un web service en Java. Bien sûr, le code de ton web service, c'est le code de ton programme. Et après, c'est fini. D'accord. Voilà, c'est fini. Souvent, ce qui se passe, tu peux voir quelqu'un qui a une base de données MySQL. À côté, il a un programme Java qui fait quelque chose. Mais ces deux éléments donnent des données qui sont complémentaires. Donc, ce qu'il peut choisir de faire, il laisse son programme Java là où il est, sa base de données MySQL là où il est, il crée une nouvelle interface. C'est-à-dire, l'interface, il aura peut-être 3 ou 4 méthodes. Les 2 premières méthodes, c'est la base de données qui peut répondre. Les 2 autres, c'est le programme Java qui va répondre. C'est toi qui as, ça t'appartient. Mais le client qui est à l'extérieur, il n'a pas besoin de savoir que c'est 2 sources différentes. Ce que tu peux faire, tu crées une nouvelle interface, par exemple un service web, Java si tu veux. D'accord? Tu crées un service web Java si tu veux. Et dans le service web, il aura 4 méthodes. Méthode 1, méthode 2, méthode 3, méthode 4. Donc, tu vas faire de telle sorte que si quelqu'un appelle la méthode 1 ou la méthode 2, c'est ton ancien Java qui doit répondre, mais avec ton service web qui est du code Java, tu peux appeler le code Java là-bas. Le code Java qui te répond et toi tu réponds au client. Si le client appelle méthode 3 et 4, ben, avec ton web service, tu peux te connecter à la base de données MySQL, tu fais les requêtes SQL, quand les réponses vont venir, tu renvoies ça au client. C'est tout simplement possible. Voilà. D'accord, ça marche. Et ça, c'est ce qu'on appelle intégration d'applications, et ça a réglé pas mal de problèmes. Comme je vous ai dit au début du cours, il y a des bases de données, par exemple, qui sont sous des bases de données, de vieilles bases de données, hein, qui sont dans des, voilà, qui sont vraiment dépassées, ou bien des langages de programmation COBOL. Il ne faut pas faire de telle sorte que les personnes qui ont besoin de ça, surtout dans le milieu de la banque, qu'il ne faut pas les obliger à apprendre le COBOL pour interagir avec ça. Ou bien des personnes qui ne savent pas faire des requêtes SQL, il ne faut pas les obliger. Hein, par exemple, je veux la liste des salariés ou bien je veux la moyenne des salaires, des choses comme ça. Il ne faut pas obliger là, c'est comment on appelle l'utilisateur à apprendre SQL pour le faire. Non. Tu crées un web service qui va interfacer l'utilisateur et la base de données. Tu lui fais des requêtes vraiment très simples, des noms de méthodes qui ont des sens. Par exemple, liste ou bien moyenne salaire, c'est une méthode. Lorsque la personne va appeler cette méthode-là, derrière, c'est toi qui as créé la méthode. Dans le code de la méthode, tu fais select AVG, average, salaire from, employé. Et puis c'est fini. Quand la requête arrive, la réponse arrive, tu donnes ça au client. Parce que presque tous les langages de programmation proposent des drivers pour se connecter à des bases de données, faire des requêtes et avoir les réponses. Voilà, c'est ça l'avantage. Et aujourd'hui, on a pas mal de web services payants ou gratuits. On n'a pas besoin de savoir avec quel langage ça a été implémenté ou nous sur quelle plateforme. On a juste besoin d'avoir l'interface, on fait des requêtes. Si c'est des services web étendus, ben, on utilise une bibliothèque d'un langage de programmation qui permet de nous faire du SOAP, on fait la requête, on a ça. Si c'est de type REST, ben, on a le navigateur. Bien si c'est vraiment assez complexe parce qu'il y a des web services qui ont besoin de vos, par exemple, de mettre des CV, de mettre vos passeports, des trucs comme ça. Ça, il faut utiliser soit un formulaire, ou bien vous codez ça carrément pour faire la requête. Voilà, mais c'est vraiment très, très, très pratique.
ça permet aujourd'hui à beaucoup d'entreprises de communiquer de manière interopérable. Oui, vas-y, le fort. Excusez, Vincent, vous voulez parler? C'est bon. D'accord. En fait, je voulais juste que le professeur confirme les services monétaires, par exemple Wave et Orange Money. Si je comprends bien, ça fonctionne sur le système web service. Alors, je ne peux pas jurer que c'est ça, mais le web service peut faire ça. D'accord. C'est exactement le même principe et j'ai beaucoup d'amis qui travaillent sur ça. Je ne leur parlais pas de web service carrément, mais eux, ils parlent de service. Mais ça le fait. Moi, je parlais plutôt, j'ai un ami qui a une boîte qui s'appelle, j'ai oublié le nom d'ailleurs, mais c'est eux qui ont proposé quelque chose qui s'appelle Optima. Et quand il m'a dit ça, c'est la première fois que j'entends ça. Il me dit, j'ai un service de paiement qui s'appelle Optima. Je dis où? Il me dit au Sénégal. Je dis, j'ai jamais entendu. Il me dit, pourtant, on fait notre chiffre d'affaires. Ils sont au Sénégal, ils font des services en Côte d'Ivoire, etc., etc. Ça s'appelle Optima. O-P-T-I-M-A. Voilà, ils font du transfert d'argent comme Wave, etc. Et même pour tester ça, avec sa machine, il m'a fait un virement de 500 francs. Ce n'était pas une grosse somme, mais au moins c'est ça. Voilà. Et ils ont une base de données, Oracle, mais qu'ils ont comme hébergé en France. Je dis pourquoi ça, il me dit au Sénégal, il y a beaucoup de coupures de courant, etc., etc. Donc en France, il y a des sociétés qui vous louent des serveurs. Ils vous garantissent qu'il n'y aura pas de coupure de courant, des choses comme ça, etc. Et de temps en temps, eux, ils ont accès à ça à distance, mais parfois ils se déplacent physiquement pour certaines configurations. Et quand il arrive là-bas, il a son badge, il badge, la porte s'ouvre, il rentre dans la salle serveur, il voit la machine qui a été louée, il fait des choses comme ça. Donc moi, je me suis limité à ça, mais comme je vous dis, hein, je ne peux pas dire que c'est des services web tels qu'on le connaît, mais c'est exactement le même principe. Parce que si j'étais à leur place, si j'étais un agent de la Sonatel, de Free, des choses comme ça, j'allais utiliser la technique des web services. Pourquoi? Parce que je reste chez moi, par exemple. Là, moi, je paye ma facture, mon Wi-Fi ou bien ma facture d'électricité hein, avec Orange Money. Mais Orange Money, ce n'est pas la Sénélec, ce n'est pas la société d'électricité. Comment la Sénélec fait pour avoir l'information sur ce que j'ai consommé? Mais si j'étais un agent de la Sénélec, si j'étais leur informaticien, je suis presque sûr que c'est ça qu'ils ont fait. Mais je ne peux pas m'avancer parce qu'ils ne m'ont pas dit. Mais c'est très simple. La Sénélec, la société d'électricité, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont des numéros d'identification des clients. Donc, ils peuvent faire tout simplement un web service avec une seule méthode. La méthode, c'est, comment on appelle ça, montant facture. Montant facture, c'est une méthode qui prend en entrée l'identifiant d'un client et en réponse, soit il vous donne une somme, soit il vous donne un message d'erreur pour dire qu'il n'y a pas encore de facture pour ce client-là. C'est tout simplement ça. Donc, avec le numéro du client, le web service de la Sénélec, si Orange les appelle en lui donnant le numéro d'un client, le web service de la Sénélec répond en lui donnant le montant de la facture, 20 000 francs, ou bien un message d'erreur pour dire qu'il n'y a pas de facture avec ce nom-là, ou bien ce numéro client n'existe pas. Du coup, c'est la raison pour laquelle moi, quand je lance mon application Orange Money, je dis je veux payer ma facture d'eau. Orange Money, qu'est-ce qu'il me demande? Il me demande ma référence client. Quand je donne ma référence client, ce service web de Orange, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle le web service de la SDE, SEN'EAU, service qui gère l'eau. Lorsqu'il va l'appeler, mais il va lui donner ma référence client. Et avec cette référence client, s'il y a une facture qui dort là-bas, le service web de SEN'EAU renvoie le montant. Et lorsqu'il renvoie le montant à Orange, Orange me dit voici le montant qu'il faut payer. Et moi je valide. Donc il va prendre l'argent de mon compte, d'accord, que j'ai tout ça, c'est à Orange hein, que je donne. Il va garder ça pour lui et il va dire à la société des eaux, ah, ton client de référence temps a payé cette somme-là. Et Orange va prendre sa part, sa commission, c'est-à-dire les frais de
de paiement. Et peut-être comment ils font, peut-être à la fin du mois, ils vont virer tout cet argent-là à la société des eaux, etc. Je ne sais pas comment ils font, mais c'est ça le principe, et c'est vraiment très simple. Vas-y, Jean. Oui, oui, je vous ai bien écouté, professeur, excusez-moi. Je pense donc qu'il y a celui qui gère le web service aura une part de commission et Celui qui gère le web service, c'est-à-dire celui qui a le service web, celui qui le gère. Par exemple, il y en a plusieurs. Hein? Il y a un web service chez Orange, oui. C'est-à-dire l'application que j'utilise, il y a un web service là-bas. Ok. Puis il y a un web service chez la SDE, la Société des eaux. Ok, mais je parle par exemple comme Optima, parce que j'ai vu le site Optima Digital. Voilà. Eux, par exemple, oui. Alors, Optima, eux, ils ont des commissions par rapport au système, aux autres systèmes. Oui, comme tous les systèmes. Hein. Ok. Par exemple, quand je paye ma facture avec Orange Money, ils prennent une partie. Oui. Voilà. Pour certains services, ils prennent une partie. Pour d'autres services, quand ils vous disent c'est gratuit, peut-être le service à qui tu payes, peut-être eux, ils leur donnent la commission. La partie. Ok. Voilà. D'accord. Voilà. Par exemple, moi, pour recharger quelque chose, parfois on me dit c'est payant. Pour acheter, par exemple, le billet de Sénégal d'Emdik pour aller à Saint-Louis. Oui. Avant, je pense que je payais 425 francs. Maintenant, c'est peut-être 200 et quelques francs. Oui. Ça, ils ont fait ça. Mais si jamais, par exemple, il y a un autre service qui vous dit vous pouvez acheter un billet de bus, mais c'est gratuit, peut-être que c'est l'agence du bus qui donne à Orange Money la contrepartie. Ok, je comprends. C'est souvent comme ça que ça se fait. Mais il y a toujours, il gagne toujours quelque chose. Voilà. Excusez-moi, professeur, est-ce qu'il est possible de mettre en place un projet justement pour créer une interface de ce genre? Ah, mais ça, c'est comme je vous dis, hein, c'est comme en classe, vous faites la programmation Java, on vous apprend à faire une méthode qui fait la somme, mais après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Ok, parce que je vois que c'est quand même ambitieux et c'est... Non, c'est intéressant et ça, c'est omniprésent, c'est vraiment partout parce que c'est vraiment simple. Ça peut gérer la retraite, quoi. Comme je vous dis, pour les services monétiques là, je pense que le forum m'avait posé déjà la question quand est-ce qu'il faut choisir un service web étant donné un service web de presse. Ça encore, ça dépend vraiment de vous, ça dépend des entreprises. Moi, mon rôle c'était de vous présenter les deux possibilités. J'ai vu dans certaines entreprises de recherche scientifique, ils font du SOAP. Dans d'autres, pour les trucs monétiques, c'est le reste qui est beaucoup plus connu. D'ailleurs, même il y a Vincent qui a parlé de API. API, c'est vraiment très répandu dans le jargon. Mais ce qu'il faut savoir, dans API, c'est un web service REST qui est derrière. Parce que dans les API, souvent, pour faire des requêtes, c'est des URI, hein, c'est des HTTP, // des choses comme ça. Vous faites ça automatiquement parce que les données qu'on échange dans les trucs numériques, ce n'est pas des données compliquées. Il n'y a aucune donnée qui est compliquée. Il n'y a même pas de tableau. C'est des chaînes de caractères. C'est-à-dire ma facture, moi, que je paye. C'est une chaîne de caractères. C'est par exemple 29 535. C'est vraiment une chaîne de caractères. C'est vraiment simple. Le code client, c'est une chaîne de caractères. Les services comme DHL que vous voyez là-bas, tout ça, c'est des web services qui sont derrière. Quand vous appelez, on vous dit, ah, c'est quoi la référence commande? C'est quoi la référence client, etc. Juste avec ça, ils introduisent des bases de données, ils ont les données. Voilà, c'est des trucs vraiment très simples. Il y a des web services qui vous donnent les positions des avions. Voilà, c'est pas très sécure, quoi, mais je pense qu'ils ne donnent pas peut-être tout au centimètre près. Mais c'est vraiment très, très, très utilisé. J'ai une ancienne, elle ne me connaît pas bien parce qu'on n'était pas dans la même classe. C'est après que j'ai vu un reportage. Elle a créé quelque chose qui s'appelle Hello Food. Je ne sais pas si ça existe toujours. Mais la dame en question, la dernière fois que je l'ai vue, c'était quand j'étais au lycée, c'était vers 1996-97. Ça remonte à Mathusalem, c'est très longtemps. Mais après, j'ai vu son nom, je me suis souvenu d'elle avec un reportage. Elle a créé un truc qui s'appelle Hello Food. Si vous mettez Hello Food sur YouTube, peut-être vous allez voir, je pense qu'elle s'appelle Fatimata Ba. Mais c'est une entreprise qui livre de la nourriture. Je vous dis, elle ne cuisine pas, elle n'a pas de cuisinier, elle n'a pas de cuisine, elle n'a absolument rien d'autre que des informaticiens. Et pourtant, elle livre
comment on appelle, des fast-food. Elle livre de la pizza, de la cuisine orientale, de la cuisine sénégalaise, etc. Juste, ça, c'est par le génie, par la magie du numérique. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va négocier avec des entreprises qui font des pizzas. Par exemple, pizza, j'ai oublié comment ça s'appelle encore. On a un truc qui fait des pizzas ici, au Sénégal. C'est pas Pizza Hut, j'ai oublié. Bref, donc il voit par exemple celui qui fournit des fast-food. Elle va jusqu'à ce monsieur-là pour dire voilà, moi j'aurai des commandes pour vous. Voilà, vous allez peut-être, si vous vendez le shawarma à 1500 francs, moi si j'achète chez vous, vous allez me vendre ça à 1300 francs. Il dit d'accord, mais eux ils vont mettre une interface. Elle va les aider à mettre une interface. Donc chaque fois que quelqu'un veut faire une commande, il interroge le système pour voir qu'est-ce qu'il y a de disponible. Chez Shawarma, c'est 1300 qu'elle a négocié ça. Elle va ajouter 200 francs pour présenter ça dans son interface à 1500 francs. Et du coup, si le client prend, il lui dit OK. Donc il lance la commande électroniquement. Lui, dans son restaurant, il va voir qu'il y a une commande qui arrive. Et puis ben, il fait la commande. Et après, elle va lui donner l'argent. Elle va prendre la différence. Même pour les services de livraison, c'est comme ça. C'est pas à elle. Elle va sous-traiter ça. Mais tout ça, c'est de manière électronique. C'est avec les web services qu'on peut faire ça. Et puis ça peut, voilà. Vraiment, c'est beaucoup utilisé. Mais le cours là, c'était juste pour vous montrer le principe que de manière interopérable, avec le langage que vous voulez, vous pouvez interroger des services sans être obligé de respecter un peu quelconque langage de programmation d'une quelconque plateforme. Est-ce que vous avez d'autres questions? Des questions? Je pense que c'est bon, professeur. Et je pense qu'on a déjà dépassé l'heure. Oui, oui. Il y a Darcy qui veut poser une question. Oui, bonjour professeur. Donc, encore 5 minutes, oui. Oui, vas-y. Vous m'entendez? Oui, oui, c'est bon. Ok, bonjour camarades aussi. Bonjour à vous, Ivan. Oui. J'aimerais poser la question, professeur, concernant mon souci. Jusqu'à maintenant, j'ai essayé de tout reconfigurer. Oui. Mais ça ne marchait pas. Est-ce que si j'utilise un GDK inférieur à 20, ça pourrait marcher, je pense? En fait, pour les langages de programmation, en particulier Java, il y a ce qu'on appelle la compatibilité ascendante. Normalement, un code qui est compilé avec une version antérieure de Java peut être exécuté avec une nouvelle version. Ok. Voilà. Du coup, dans les web services que l'on fait, toutes les bibliothèques ont été compilées avec une version antérieure. Donc, normalement, le problème ne devrait pas venir de ça. Ok. Alors, est-ce que tu as suivi toutes les étapes, mon répertoire Tomcat que j'ai donné, etc. Peut-être une différence qu'il peut y avoir, c'est comment créer les variables d'environnement. Peut-être sur ça, d'un environnement Windows à un autre, peut-être ça peut créer des soucis. Je ne sais pas. Peut-être. C'est ce que je pense aussi. Peut-être sur ça, ça dépend des versions, parce que c'est vrai que bon, moi, je n'utilise pas Windows. Avec les nouvelles versions, peut-être il y a des choses qui ont un peu changé sur la visibilité des variables d'environnement. Ou peut-être aussi que par exemple Tomcat ou certaines applications, les répertoires avec lesquels ils avaient l'habitude de travailler, je ne sais pas, hein, peut-être je dis des bêtises, peut-être que ça a été changé. Je sais que j'ai une application que j'ai pu installer dans un Windows 95 il y a longtemps. Quand j'ai voulu l'installer dans un Windows 97 ou XP, ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que l'application, quand les gens le programmaient, dans Windows, il y avait un certain type de répertoire qui a été changé. Par exemple, dans Windows, avant, peut-être il y avait un répertoire